Et oui, c'est le top foot. Comme tous les vendredis soirs, l'émission des Désaxés sur RIG 90.7. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle émission des Désaxés. Beaucoup de choses au programme ce soir encore, vous commencez à être habitués. Il y a du lourd autour de la table, il y a du lourd qui va nous appeler aussi en seconde partie d'émission. On va vous présenter tout ça. Un programme très riche, condensé, un petit peu différent d'habitude puisqu'on a un invité maintenant en plateau et on va avoir un invité après la pause. Donc Gio, je vais te laisser tout de suite la parole pour présenter ton invité qui est à côté de toi. Salut à toi Gio. Et salut à toi Benji. Et puis je vais introduire tout de suite Jordan Dutouya qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Yes, salut à tous. Donc Jordan, pour ceux qui nous écoutent, c'est le youtubeur qui monte à Bordeaux. Donc je vous invite tous à aller voir sa page Instagram, donc j.dtya, c'est ça ? C'est ça, mais avec Jordan Dutouya, vous voilà, me trouvez directement, il n'y a pas de problème. Donc des photos assez léchées et voilà, donc l'idée c'est aussi un petit peu de promouvoir les bonnes actions et voilà, toutes les bonnes actions autour du football dans la région. Donc Jordan, bienvenue à toi, on va apprendre à te connaître pendant quelques minutes. Donc je suis là pour ça. On va décortiquer tes coups francs, tes frappes à la Schneider. Ah ouais, ça va être ça va être du lourd tout au long de l'émission. Exactement, ça va être surprise sur surprise. Bon, j'ai pas pris mon ballon sur moi là, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de t'éclairer, t'inquiète. Bon, vu qu'il y a des carreaux partout, heureusement, c'est peut-être mieux. Voilà. Nickel. Et du coup, pour la suite du programme, on parlera éventuellement du derby entre l'AS Saint-Etienne et Lyon qui a donné lieu à un match assez spectaculaire, mais pas dans le cadre qu'on aime le plus malheureusement. Donc on y reviendra. J'aimerais aussi qu'on se pose la question de est-ce que l'Olympique Lyonnais ne fait pas tout pour se rendre la vie difficile, ou en tout cas son image difficile, parce que dans toutes les instances du club ça devient très très dur pour le club en termes d'image. Donc on reviendra là-dessus. Et en seconde partie d'émission, tu nous présentes, Gio, ton deuxième invité de la soirée. Donc deuxième invité de la soirée, donc pour tous les amateurs de football manager, et je fais un petit clin d'œil à Bernie qui peut-être nous écoute du Matmut Atlantique ou dans les embouteillages s'il y est. Donc c'est Frédéric Nimani qui vient de signer à Neuchâtel Xamax et donc avec l'accord du club qui nous fait l'amitié d'être avec nous depuis la Suisse ce soir. Donc ça sera en seconde partie d'émission sur les coups de 20h15, le temps que tout se mette en place. On espère que tout sera bien, que tout va bien se passer, parce que ça risque d'être très très riche ce soir, en tout cas on espère. Ouais. Voilà messieurs, pour le programme, je suis ravi d'être avec vous ce soir, vraiment. On n'est pas aussi nombreux que d'habitude autour de la table. C'est malheureux. Soir de match à Bordeaux oblige, on les oublie pas, t'en as parlé un petit peu Gio, du match Bordeaux-Paris à domicile, 35 000 personnes annoncées dans le stade. Dans cet écrin qui malheureusement est trop vide qui ne veut pas se remplir. Voilà, et qui doit attendre même une demi-finale de Coupe de la Ligue, il n'y a pas un rat. Quand bien même contre le Paris Saint-Germain, il faut attendre la venue en Ligue 1 et un vendredi soir où il pleut pas pour que le stade se remplisse un petit peu. C'est ça. Bienvenue à Bordeaux. Cependant, on espère que nos Girondins, puisqu'on est un peu chauvin aussi, gagnent. Qu'est-ce que t'en penses, un petit pronostic, Jordan ? Un petit pronostic. Malheureusement, je pense que même à la maison, ça va être compliqué. Ouais. Vu l'état actuel un petit peu de l'effectif. Moi je partirais peut-être sur un 2-1 pour Paris. Et bien moi aussi je vois un nul mi-temps pour tous les aficionnes pronos et un 2-1 avec un but à la Renard de Cavani ou quelque chose comme ça. C'est ça, un petit poteau rentrant je pense. Un petit poteau rentrant, pourquoi pas, c'est noté. On aura les podcasts après pour vérifier tout ça. C'est filmé, encore une fois, messieurs, si vous voulez dire un petit bonjour à la cam. Do Brasil, do Gavonit. Bon, voilà. Du coup, on va enchaîner directement sur toi, Jordan. Yes. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Le plaisir est pour moi. Je suis bordelais, je soutiens une petite radio bordelaise, donc il y a pas de souci. Merci. Merci à toi. Alors Jordan, alors moi ça fait un petit moment que je te suis maintenant, comme je te l'ai dit au téléphone quand on s'est eu cet après-midi ou hier, je sais plus. Yes. Donc ta progression, elle est quand même incroyable, puisque maintenant t'accuses, je crois, 15 000 followers sur Instagram. C'est ça. 15 000 depuis peu d'ailleurs. Ouais. Après, pour te dire, j'ai
ça fait pas très longtemps que je suis en activité sur le foot, notamment, enfin, ça fait à peu près 1 an, on va dire, que vraiment je bosse là-dessus. Donc ouais, en 1 an, je pense que j'ai bien bossé et 15 000, c'est cool. Ouais. T'as bien bossé parce que pour voir l'ascension et surtout le travail qu'il faut derrière pour arriver à créer des followers. Alors pour ceux qui nous écoutent, Jordan est un YouTuber, un blogueur, on peut dire, un blogueur sport. Instagrammeur, si tu veux. Instagrammeur, voilà, le mot m'a brûlé les lèvres. Et donc avec ça, donc avec une notoriété, t'arrives à dégager des revenus. Comment ça se passe? Est-ce que c'est ton métier aujourd'hui? Alors c'est pas encore mon métier. Je travaille justement sur un projet qui fait que je peux arriver à faire de cette passion mon métier. C'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, pour l'instant, je fais en sorte de travailler là-dessus. Mais dégager un revenu, c'est quand même très très compliqué. Et alors pour les gens qui nous écoutent, t'as commencé comment t'es venu l'idée de te dire bon, je vais me filmer, je vais me prendre en photo sur le terrain, et comment après derrière t'as réussi à créer une identité visuelle qui est la tienne? Yes, alors en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été écarté des terrains pendant très très longtemps, pendant plus de 5 ans, et j'ai eu une illumination, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu envie de reprendre cette passion-là qui m'avait quitté depuis pas mal d'années. J'ai tout simplement commencé à m'acheter quelques affaires pour reprendre le foot tranquillement, l'entraînement aussi. Et puis je me suis dit pourquoi pas le partager sur Instagram, c'était un réseau social qui était en vogue. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à intéresser du monde et j'en suis venu à partager de plus en plus ma passion. Et puis voilà, et aujourd'hui, les gens sont à peu près 15 000 à me suivre et je suis vraiment content de partager ma passion, c'est cool. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez pour mesdames qui nous écoutent, c'est que Jordan, en plus d'être un fin tireur de coups francs, et je fais un petit clin d'œil à tous les amateurs de Schneider et supporters de Galatasaray qui nous écoutent, c'est qu'il est ultra looké, donc une super coiffure, et je peux vous dire que je l'envie un peu parce que j'aimerais bien avoir une barbe comme la sienne, donc une bonne barbe et une bonne coupe, donc en fait t'es arrivé à mêler donc ce sport populaire qui est le football avec quelque chose d'un peu plus fancy, classique que le monde des hipsters, et t'as un vrai truc à l'anglaise en fait. C'est marrant ce qui se dégage de ça. Ouais, alors après à la base c'est que je suis déjà un petit peu à l'opposé du stéréotype du footeux que tu peux croiser un peu partout. Ça c'est parce que j'ai des goûts un peu différents. Que ce soit en matière de mode ou de musique ou tout ce que tu veux. Après ouais, j'essaie de donner un petit peu une autre image du football. Qui parfois est un petit peu trop bling bling à mon goût, et ouais, j'aime bien mettre ce côté là en avant un peu. Et puis moi je trouve que la porte que tu ouvres, on parlait de classique, de fancy, d'une image un peu à la mode et dans l'air du temps, sans être vulgaire, parce que bon, de voir tous ces amateurs de foot avec des survêtes du Real Madrid de rose ou de Chelsea, on les croise tous, et toi t'amènes finalement cette patte classe au football, et finalement on aimerait peut-être plus voir ça aussi autour des terrains. Donc est-ce que tu as des retours toi de tes followers? Tiens, quel est le nom de ton coiffeur? Comment tu t'habilles? Bizarrement oui, en fait je te cache pas que c'est un peu plus côté féminin, on va pas se mentir. Il est malin. Mais c'est vrai que la barbe fait son effet, déjà dans un premier temps. Après oui, c'est vrai que le style et bien sûr ça fait parler, mais ouais, moi ça me fait kiffer franchement. Et alors moi la question que j'ai aussi, c'est maintenant, parce que tu t'identifies sur les lieux où tu vas t'entraîner, donc alors on va le dire aussi pour toutes les dames qui nous écoutent, c'est que tu vas donc à l'espace Colette Besson, c'est ça? Beaucoup, ouais. Je m'entraîne beaucoup là-bas, tout simplement parce que la vue est cool en fait, parce que c'est juste à côté du Matmut. C'est vrai que les synthétiques sont pas mal aussi, puisque je joue pas mal sur synthétique. Ouais. Mais ouais, le cadre est vraiment sympa, donc je m'entraîne souvent là-bas. Tu vas aussi donc au stade du Jard, qui est le stade du SAM. Est-ce que donc parfois, et c'est ma question, il y a des petits amateurs qui t'attendent peut-être pour l'entraînement ou pas? Ça arrive en fait, parce que je communique énormément surtout sur Instagram. En général, j'indique toujours quand je vais m'entraîner, donc je mets toujours des trucs dans ma story pour que les gens puissent voir ce que je fais. Ouais, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent me voir m'entraîner. Il y a toujours un échange sympathique avec eux. Moi je suis quelqu'un qui suis très très proche de mes abonnés, donc ça pour moi c'est vraiment un truc super important pour partager comme ça, et surtout de matérialiser la chose, c'est-à-dire que ça reste pas que virtuel, et c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir un peu les pieds sur terre aussi, donc c'est le cas de le dire. Ouais, non voilà, non c'est cool, non c'est vraiment bon enfant, et puis en général c'est toujours positif, donc ça
ça me fait vraiment super plaisir en fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est un peu l'actu de Jordan ces derniers temps, c'est qu'il t'est arrivé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc pour nous, communs des mortels à ériger, c'est que t'as eu, enfin si j'ai bien compris, t'as eu une invitation de Puma à aller à Londres. C'est ça. Où tu as rencontré donc d'autres blogueurs sport, si je comprends bien, d'autres blogueurs foot, et surtout donc des égéries Puma comme Olivier Giroud et après j'ai pas trop vu. Petr Cech. Voilà, on en a parlé. Ouais. C'est le gardien casqué là. Ça va. Ouais. Ça va, c'est pas mal. Donc des joueurs de DH, hein, on est tous, des petits joueurs. Voilà, des petits joueurs, voilà. Comment s'est passé cette arrivée? Déjà, est-ce que tu as halluciné sur l'invitation? Comment s'est passé le financement du voyage? Enfin tout ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en contact avec la marque depuis un certain temps maintenant. Donc j'ai été invité comme beaucoup d'influenceurs à l'international pour participer à cet événement, pour recadrer un petit peu la chose. J'étais là-bas surtout pour le lancement d'une nouvelle gamme par rapport à une chaussure en fait de football qui faisait ses débuts. Dont voilà, Olivier Giroud, Petr Cech et d'autres comme Bartra, d'autres joueurs. On va y venir un peu plus tard de Bartra parce que ça j'ai pas raconté aux autres, c'est pas mal ça. C'est pour ça que je t'en parle. Mais ouais, non, c'est venu comme ça. Donc après la rencontre avec les joueurs en l'occurrence, c'était surtout par rapport à des testings, donc pour tester vraiment le produit avec eux. Donc là, ça part sur plusieurs exercices qu'on devait réaliser lors de l'événement. Donc il y avait pas mal de choses, hein, précision, puissance et au gardien, bien sûr, avec Petr Cech. Donc je crois que tu as eu un bon score sur la précision. C'est ça. En fait, il y a un exercice sur lequel j'ai excellé, en fait, et ça m'a permis d'obtenir quelque chose. Mais je sais pas si tu peux en parler maintenant, c'est ça le truc. Mais écoutez, on parlait des dames tout à l'heure, du look, et en plus il est modeste. Mesdames, c'est un cœur à prendre, hein. Voilà, j'insiste. Hein. Donc ouais, on peut en parler maintenant. Ben écoute, en fait, ce qui s'est passé, donc comme je te disais, c'est que sur un exercice, j'ai eu les meilleurs résultats. Ce qui fait que Puma m'a contacté en fait pour me dire que j'allais recevoir une surprise. Mais je m'attendais pas du tout voilà, je savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Et un bon matin, je reçois un colis en fait, voilà, bien emballé, avec le petit logo Puma, comme on le disait. Et je l'ouvre. Et j'avais une superbe paire de chaussures signée par Marc Bartra. Avec le petit mot aussi. Avec le petit mot, bien sûr. Et franchement, ça m'a super ému sur le coup parce que c'est quand même un joueur qui a une carrière internationale, qui est passé au Barça, qui joue au BVB aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'était quand même quelque chose d'énorme et une vraie récompense pour mon travail en fait. Alors moi, on parlait, donc je vais revenir un petit peu à ce séjour à Londres. Donc tu reçois l'invitation avec les billets de train ou les billets d'avion pour aller là-bas. Le rendez-vous, alors où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé au club d'Arsenal, puisque tu me dis à Olivier Giroud, Petr Cech, ou donc dans les locaux de la marque Puma. Non, du tout. En fait, c'était dans un lieu privé à la base, dans une sorte de petit hangar désinfecté. Ouais. On le tient secret. Hein. Voilà, non. Après, c'était vraiment dans Londres centre. Après, pour te donner des détails, on était logé dans un hôtel hyper stylé, on va le dire, de Londres. Mais j'ai pas eu le temps vraiment de profiter en fait de la ville. Hein. C'était assez rapide. Je suis resté un jour à peine. Ouais, très rapide. Donc, c'est pas. Et alors, moi la question c'est est-ce que Olivier Giroud il cadre dans la vraie vie? Écoute, ou est-ce qu'il envoie des grands pointus dans la bâche? Non, en fait, sur le coup, il avait pas pu jouer parce qu'il venait juste d'avoir des injections en fait par rapport à sa blessure qu'il avait à l'orteil à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a quelques semaines. Mais non, franchement, déjà, si je peux te dire quelque chose, c'est que l'homme en lui-même est vraiment super abordable, super sympa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris parce que bon, c'est quand même un international français. Il a quand même une grosse carrière, joueur d'Arsenal. Voilà, il pourrait très bien être différent. Non, en fait, il est vraiment super sympa, super abordable. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose que j'ai découverte et ça m'a fait bizarre. Ouais. Alors moi, ce que je voudrais savoir aussi, peut-être les auditeurs, puisque aujourd'hui on parle beaucoup donc de ces blogueurs, surtout des blogueuses mode, ça on en entend parler dans les journaux, etc. Ouais. Là maintenant, c'est les blogueurs sport. Alors on en a quelques-uns et quelques-unes à Bordeaux. Qu'est-ce que tu conseillerais donc à tous ces jeunes gens et surtout dire quel est un peu l'envers du décor aussi sur se lancer là-dedans? Quel conseil tu donnerais pour les futurs blogueurs sport qui nous écoutent? Déjà, d'essayer de faire les choses à l'endroit, c'est-à-dire pas essayer d'avoir un maximum d'abonnés rapidement. Je pense que c'est pas la chose à faire, c'est de surtout faire les choses par passion et de vouloir la partager en fait. C'est comme ça que les gens s'attacheront à vous et auront envie de vous suivre tout simplement. Si vous faites les choses par intérêt ou juste pour avoir des abonnés ou
prétendre à un revenu élevé en ne faisant pas grand-chose finalement. Non, ça marchera pas comme ça. Il y a que le travail qui paye et malheureusement, voilà, il y a beaucoup de sacrifices à faire quand on veut faire ce métier. Est-ce que au-delà de ça, ça te prend combien de temps par jour de faire ça ? Ça me prend 24 heures sur 24 quasiment. Si je peux. Non, il y a pas. J'ai pas vraiment d'horaire fixe en fait. Tu vois, il faut répondre aux gens, il faut monter les vidéos, il faut faire des photos sympas. Tout le monde le fait pas. Hein, je te dis ça comme ça, mais moi c'est vrai que j'attache une vraie importance en fait à être très proche de mes abonnés. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc oui, je prends vraiment le temps à chaque fois de répondre à tout le monde. Ouais. Je fais vraiment de mon mieux. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi vraiment est super important. Donc oui, après il y a les messages, il y a le fait d'aller tourner des vidéos, de créer du contenu. Donc ça prend énormément de temps. Et quand il fait pas forcément super beau en ce moment, tu vois, comme en ce moment à Bordeaux avec le froid et tout, c'est pas forcément motivant, mais il faut garder la motive. Donc ça c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as des sponsors en dehors de Puma ? Alors sponsor c'est un peu particulier. Là je marche plus sur du partenariat en fait avec différentes marques. J'ai pas forcément d'exclusivité avec Puma. Pour l'instant, mais je pense qu'un jour j'aimerais bien travailler sous forme de sponsoring, mais c'est pas encore le cas. Alors, 2 dernières questions. Est-ce que tu as un club favori ? Parce qu'on ne te voit jamais avec un maillot d'un club en particulier. Est-ce qu'il y a une équipe qui fait rêver plus qu'une autre ? Ou est-ce que tu la joues du gars amoureux du foot, peu importe l'équipe ? Non, en fait, à la base, tu vois, mon club de cœur, c'est Bordeaux, forcément. Il y a rien à redire là-dessus. Cheikh Diabaté, waouh, brésilien. Ça fait rêver un peu. Non, peut-être plus de l'ancienne époque, tu vois. Mais non, si en termes de vraiment club favori, moi je suis plus attaché au beau jeu, donc je vais te dire bien sûr Barça. J'aime bien le Borussia Dortmund aussi. J'aime bien Arsenal. Manchester United, mais j'ai pas vraiment après un club en particulier que j'affectionne. J'aime bien le beau jeu et les équipes qui en produisent. Alors il y a une époque sur TV7, pour pas nommer la chaîne, il y avait souvent des reportages sur les joueurs, quel est ton geste technique préféré, et je me souviens notamment de Mathieu Valbuena qui était passé et qui avait montré sa spéciale, revenir donc avec une espèce de petite pichenette sur son pied droit et enrouler le ballon des 25 mètres. C'est exactement le but qu'il avait mis à Liverpool. Est-ce que toi, du coup, Jordan, en dehors des coups francs, t'as un geste préféré ? Un geste préféré compliqué. Moi, un mec qui me faisait vraiment rêver, c'était Ronaldinho. Un magicien. Le mec, la crème. Il joue avec le sourire. Il respire football. Donc oui. Moi, c'était surtout la facilité technique qui m'impressionnait. Après, un geste en particulier qui m'impressionne. Non, celui qui m'a marqué, bien sûr, c'est la roulette de Zizou, peut-être. C'est vrai qu'il avait. J'écoutais ou je lisais un truc l'autre jour sur lui, comme quoi. Je crois qu'on l'a tous vu, du gars qui déclare j'avais le même niveau que Zidane, sauf que lui il a travaillé, etc. Bon, on connaît tous la suite. Le discours de Dugas. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit sur son arrivée à Bordeaux. Comme quoi, effectivement, il avait cette nonchalance, ce style, mais qu'après, on a parlé de lui comme c'était un faux lent, en fait, parce qu'il arrivait avec ses passes à rattraper et même aller au-delà du jeu, du sens du jeu. Donc c'est vrai que cette technique-là, d'avoir ce style, tu parles de Ronaldinho, tu parles de passion du foot, mais il y a aussi beaucoup de travail. Est-ce que pour toi, puisque tu parlais de ce joueur-là, c'est pas un peu blasant de savoir qu'il y a eu une comète comme Ronaldinho qui a traversé les années 2000 et qui aurait pu peut-être être meilleur que Messi? Ouais, mais qui aurait pu faire mieux surtout, parce qu'il a eu des passages où il était un peu aléatoire, mais au-delà de ça, il avait un don particulier, donc on peut pas lui enlever ça. Mais c'est le parfait exemple en fait entre le duel qu'il y a entre Cristiano Ronaldo et Messi en ce moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un don vraiment particulier et qui, même s'il travaille beaucoup, et c'est un mec, tu peux faire ce que tu veux dans n'importe quelle équipe, je pense, il fera quelque chose. Mais Cristiano Ronaldo, il a dit lui-même, c'est un acharné de travail, et malgré le fait qu'il ait un don, un petit don à la base, c'est surtout son travail qui a fait qu'il a mené ici aujourd'hui. Donc travailler. Ouais, il n'y a pas de secret, je pense. Quand vous voulez percer dans le football, c'est le travail qui paye, et c'est
voilà, quand tu rentres de l'entraînement, bah, tu t'entraînes encore. Mais après, il faut pas non plus tomber dans le piège. Mais ouais, parce que j'ai écouté là un truc sur Nabil Fekir sur son surpoiz, enfin qui était après son retour de blessure. Après son retour de blessure, et en fait, ce serait lié au fait que il aurait passé beaucoup de temps à muscler le haut de son corps et que du coup, il est plus forcément la même agilité avec ses jambes. Oui. Donc c'est un vrai problème parce qu'on parle de travail. Mais il faut aussi travailler bien. Alors qu'est-ce que travailler bien, etc. Ça devient très compliqué. Bien ciblé. Parce que c'est un sport qui évolue chaque année, où il y a des préparateurs physiques, où il y a des tacticiens, etc. Il y a toujours des techniques. Je pense que c'est surtout un problème actuellement qu'on retrouve beaucoup en Ligue 1, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de joueurs qui vont être très stock, très musclés, qui ont des gabarits assez imposants, alors que tu as beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément les gabarits corpulents comme ça, mais qui ont du jeu, qui pourraient produire quelque chose de mieux, je pense, que des gens comme ça. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir aussi donner la chance à d'autres styles de jeu. C'est vrai. Donc, si les tacticiens nous écoutent, à bon entendeur sur RIG. Donc Jordan, maintenant, est-ce que toi, tu as suivi un petit peu ce derby ASSE-OL Ouais, j'ai regardé le match. Après, si je peux te donner mon avis sur le sujet, l'AS Saint-Etienne malheureusement était largement au-dessus dans le jeu, en tout cas, comparé à Lyon. Lyon est un peu en perdition en ce moment, mais oui, dans le jeu clairement Saint-Etienne était au-dessus. Après je dis pas, moi tu sais, j'ai habité Lyon il y a quelques temps, donc j'aime beaucoup ça. Et puis personne n'est parfait. Non, après j'ai une affection particulière pour Lyon parce que je suis un grand fan du joueur Juninho. Je pense que je t'en avais déjà parlé. Toi qui fais des coups francs, il y a cette patte là aussi. Hein, c'est vraiment le mec qui m'a inspiré par rapport à cette technique de frappe. Donc oui, il y a un attachement particulier. Mais là, clairement, sur ce match-là, Saint-Etienne était au-dessus pour moi. Toi, Benji, qu'est-ce que t'as regardé un peu, t'as suivi ce match? Je l'ai regardé rapidement. Alors surtout la première mi-temps. Effectivement, j'ai trouvé les Stéphanois au-dessus au niveau du jeu, mais c'est surtout psychologiquement voir des Lyonnais craquer aussi facilement sous les coups de boutoir, par exemple de Lemoine qui est rentré quasiment essentiellement pour ça. Je les ai trouvés très, très faibles, mais c'est un peu ce que je leur reproche depuis le début de saison. Leur manque d'expérience sur le terrain, ça se voit, ça se ressent. Face à la Juventus, ça s'était vu déjà. On voit que sur les gros matchs, Paris, Saint-Etienne, qui est un gros match pour eux, ou Marseille ou autre, c'est souvent qu'on trouve que Lyon est fébrile au niveau de l'expérience. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience, je veux dire, les Valbuena, etc. Il y a des joueurs qui ont du galon en Ligue 1, mais ça craque toujours autant, les Tolisso, les Guézal, les Lacazette, etc. Ça n'a pas encore les épaules de ce qu'on peut attendre de eux en tout cas. C'est ça qui m'agace un peu avec cette équipe. Et même par le jeu, ça ne brille pas du tout, c'est quand même dérangeant. Ils sont, tu l'as dit Jordan, sur une mauvaise pente. J'ai assez peur pour eux parce que finalement la concurrence est pas très loin derrière, même si je crois qu'ils ont 2 matchs en retard. La concurrence est pas loin derrière, et notamment Saint-Etienne, donc ça peut être la déperdition totale du côté de l'OL. Ce que je vois, moi, c'est ce qui est quand même symptomatique avec ce club de Lyon. Ça fait quand même maintenant 3-4 saisons que ça dure, où il y a un déficit au niveau du recrutement, alors que tu parlais de Juninho, tu parlais des Edmilson, qui induisent les Edmilson, les Michael Essien, bon, il faut, même si le talent était là, il fallait quand même aller les chercher, les convaincre. Bien sûr. Les Muller, tous ces mecs-là qui tenaient la baraque. Même les réveillères à la limite, il y avait du très très bon recrutement, et là ça fait plus de 5 ans maintenant que ça devient un peu catastrophique, et que à force de se baser sur le centre de formation, faut quand même pas oublier que Lyon a une très belle génération avec les Grenier, les Tolisso, les Guézal, les Benzema, tous ces mecs là. Mais est-ce que derrière ça peut suivre indéfiniment? Est-ce que d'avoir recruté un Memphis Depay à 20 millions ou 30 millions, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça sent un peu le sapin, et c'est en train de tomber un petit peu, pas en désuétude, c'est un grand mot, mais toi qui allais à Lyon, quand on sait le potentiel qu'il y a pour faire un club gigantesque, ça sent la 4e place, c'est pas pour eux, quoi. C'est pas assuré encore. Non. Toi, si tu devais me dire un mot, Jordan, là-dessus, est-ce que peut-être par l'occasion justement de tes followers, est-ce que tu as un retour de Lyon, de ce que les gens pensent? Est-ce qu'à Lyon on rêve de supporter Bordeaux? Non, après
Honnêtement, Bordeaux a toujours été un grand club. Il a fait rêver dans ces années passées. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je pense que vous êtes d'accord, les gars. En CFA, c'est pas. Voilà. Non, mais après, il y a un gros travail. Tu parlais des centres de formation, mais c'est vrai que il y a un gros travail à faire aussi sur les formations des joueurs, que ce soit dans le championnat de Ligue 1 surtout, parce que on voit le niveau Ligue 1. C'est quand même pas trop ça, hein, on va pas se mentir. C'est fait bien. Ouais. Voilà, enfin, je sais pas vous, mais quand je regarde un match de Ligue 1, j'ai quand même tendance à m'ennuyer. On va pas. Un bon petit Nancy-Dijon. Un petit Rennes Bordeaux qu'on a eu là il y a quelques temps. Chérie, annule tous mes rendez-vous, il y a Nancy-Dijon ce soir, quoi. Oui. Ça fait moins rêver, c'est sûr. Ouais. Non, après, pour en revenir à ta question sur Lyon, j'ai pas mal d'abonnés qui sont de Lyon, mais ils sont quand même très attachés à leur club. Mais je pense que oui, quand tu vois qu'ils ont gagné, je crois que c'est 5 ou 6 fois d'affilée le championnat, 7 fois. Voilà. Plus des coupes de la Ligue, tout. Coupe de France. Ces années de gloire sont un peu loin derrière eux maintenant, ouais. Hein, ça se voit. Oui, et puis on sait pas trop ce qui se passe dans ce club aussi, puisque on a parlé de Houllier pour amener des réseaux, etc. Finalement, les réseaux pour faire quoi? Parce que le recrutement qu'ils ont fait, il est un peu bancal. À part de taille. Alors, à l'image, à la limite, je vais pas monter ça sur épingle, mais il aurait peut-être mieux valu recruter un Zubizarreta ou un Campos à Lyon, un vrai mec qui est un vrai personnage qui est dans le monde des transferts, et c'est pas le cas finalement. Mais est-ce qu'à Lyon, on veut pas faire trop de Lyon, en fait? C'est ça la question que je me pose, et finalement, c'est ce qui les rend aussi antipathiques, j'ai envie de dire, parce que c'est un club qui a profité de justement les 7 titres d'affilée. Ils ont eu beaucoup de générations de jeunes. Je vois là la génération qui arrive, là, les 20 ans et quelques. Il y a beaucoup de supporters de Lyon parmi cette génération-là, puisqu'ils ont vécu avec les titres de Lyon. Mais ils ont beaucoup de mal à surfer sur une nouvelle catégorie de supporters ou autre. Ça se base beaucoup sur ce qu'ils ont déjà. Ça va pas chercher le reste, ça reste en comité réduit, j'ai envie de dire. Ça se met un petit peu toute la Ligue 1 à dos en allant chercher le Nasser, etc. La Brune à l'époque aussi à l'OM. Ça se fait des ennemis un petit peu dans tous les sens, et finalement, est-ce que Lyon n'a pas besoin de la Ligue 1 pour grandir quand même? Et je pense qu'ils veulent faire leur truc en vase clos, et ils s'ouvrent pas assez. Pour moi, ils s'ouvrent pas assez, ne serait-ce que par l'organigramme. Il y a que des anciens Lyonnais, etc. Je trouve ça bien. Ça ressemble un peu au Barça, on en parlait tout à l'heure. Mais bon, Lyon, c'est pas le Barça. Il faut pas faire du Barça, et peut-être s'inspirer aussi d'autres clubs, et pourquoi pas des clubs français, parce qu'il y a d'autres bons clubs qui ont fait des bonnes choses. Donc je trouve que ça reste en vase clos, Lyon, et encore une fois, c'est un truc qui me dérange, et c'est la mauvaise image qu'on a de Lyon, ce qui est dommage, parce que vraiment le club peut être sympa, la formation, etc. On en a déjà parlé. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On pourrait vraiment avoir une belle locomotive de formation à la française en France, quoi. C'est dommage. Ouais, et puis au-delà de ça, on a aussi un président Aulas qui est décrié, qui a du mal, qui a de plus en plus de mal à avoir une aura sympathique autour de lui. Ouais. Tu parlais d'un club pro-Lyon. C'est vrai que des fois on se demande sur certains postes, quand on voit Florian Maurice qui est sur LTV, ensuite le mec il est à la cellule de recrutement, après c'est Jérémy Berthotte qui fait le scout mais qui est aussi commentateur. On a tous entendu peut-être les commentaires. Qui fait des bévues en plus. Qui fait des bévues. Alors sur Girondin TV on en a des comme ça aussi de temps en temps, mais oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait plus trop. Ouais, on sait plus trop qui est qui. Et bizarrement ou étrangement, au niveau des filles, il y a plus un club structuré, où il y a un vrai recrutement à l'international, où on n'a pas peur d'aller investir. Je pense notamment à Alex Morgan, parce que là, je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment fallu faire jouer certains réseaux pour faire venir à l'américaine à Lyon. Ils sont allés la chercher. On n'en a pas énormément parlé dans les médias français. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu calquer. Et ça réussit d'ailleurs, l'équipe lyonnaise, puis ils ont gagné 2 Ligues des Champions en moins de 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et peut-être reproduire ce modèle-là, ou du moins retrouver ce modèle-là chez les masculins. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, puisque je pense que ne serait-ce que l'arrivée d'Alex Morgan chez les femmes, ça a été un très beau coup de pub de la part de Lyon. De toute façon, ils ont essayé de surfer dessus. Essentiellement sur les réseaux sociaux, et j'en profite que tu sois là pour le préciser. Je pense que le foot féminin vit
essentiellement pour l'instant sur les réseaux sociaux, avec les Laure Boulot, etc., qui ont fait beaucoup de bien. Hop Solo, on a tous regardé les photos de Hop Solo, magnifiques. Bien sûr. Donc je pense qu'ils ont essayé de surfer avec une nouvelle politique comme ça parce que c'était un nouveau marché à conquérir, etc. Je pense qu'ils ont essayé de bien réfléchir, et alors qu'ils ont pris pour acquis le football masculin. Enfin, le lapsus n'est pas du tout révélateur. On l'avait pas vu comme ça, mais maintenant on le voit. Tu as bien fait de préciser. J'avais préparé un petit pyramide. Alors je sais que Jordan est assez pressé ce soir parce qu'il y a le match Bordeaux. Faut pas lui faire rater ça. Donc Jordan, est-ce que tu as encore 5 minutes pour le jeu pyramide? Allez, vas-y. Il faudra juste que je commande ma pizza après, sinon je vais être à la bourre. Vas-y. Pour toutes les dames qui nous écoutent, préparez une pizza peut-être. Jordan, peut-être il habite à côté de chez vous, n'hésitez pas. Moi c'est une tradition en fait, tu vois, quand il y a un match, quand je peux pas aller au stade, c'est pizza match, canapé, tu vois, tranquille. JO, de toute façon, on a appelé la Suisse, on peut appeler la pizzeria maintenant. Enfin, on peut tout faire. On peut tout faire. Voilà. N'hésitez pas à venir nous la livrer à la radio, on peut faire quelque chose aussi. On les accepte. Alors, donc pyramide, je vais t'expliquer un petit peu le concept rapidement, Jordan. Donc on va avoir donc un joueur, un club ou un entraîneur à deviner avec 3, 2 ou un indice. Alors vu que c'est ta première, je te dirai, je vais t'orienter sur prendre 3, 2 ou un indice. De toute façon on le fait tous. J'accepte la concurrence. T'acceptes la concurrence ? Ouais. Donc alors, vu que t'es un YouTuber, donc c'est un pyramide YouTuber aujourd'hui. Donc avec des joueurs qui ont marqué la toile par leurs exploits divers et variés. Donc ça a été un petit peu plus compliqué donc pour les entraîneurs aussi parce que c'est difficile de danser la carioca. Donc c'est chaud. C'est plus des entraîneurs qui ont fait partie d'équipes où il y a eu du Joga Bonito comme je disais, du Do Brasil, etc. Bon voilà, donc tu as déjà quelques petits indices. Donc je vais commencer par toi, Jordan. Donc on essaie de deviner un joueur. Donc veux-tu, et là je te conseille de prendre 2 indices. Ok, voilà. Est-ce que je peux le googler ou pas? Non, interdit. Ça c'est le mojito, ça. Là c'est triste. Mojito. Alors, donc premier indice, donc je te donne un indice et tu me donnes un joueur. Si c'est à côté, c'est à côté. Si c'est le bon, c'est bon. Donc un joueur qu'on cherche, donc qui a fait donc l'événement sur YouTube, qui nous vient du Brésil. Et qui a fait l'événement. On va dire Neymar. C'est pas Neymar. Donc je vais t'en donner un autre. Alors j'hésite entre les deux. Année 2000, on va dire. Année 2000. Ronaldo. C'est pas Ronaldo. Toi, t'aurais dit qui? On en a parlé plutôt dans l'émission, non? Non, on en a pas parlé. Non. Robinho. Robinho. Bah après, c'est cette équipe-là où il y en avait pas mal. Le troisième indice, c'était dribbleur. Donc, j'aurais dit Ronaldinho. En même temps, au Brésil, il y a beaucoup de dribbleurs. Exactement. Tes indices, ils étaient un peu craqués, mon gars. Alors, à toi. Ah oui. Donc, on cherche un joueur aussi. Je pense qu'en 2 indices, t'es large. Portugais. Ronaldo. Extérieur. Quaresma. Voilà. Donc, ça fait 1-0 pour Benji. Alors ensuite, on cherche un club. Donc pour toi, Jordan, tu as pris 2 indices. Je vais t'en donner un. Vas-y, plus si besoin, vas-y. Non, parce qu'après l'entraîneur, il faudra peut-être 3. Donc un. Pelé. Ouais. Alors attends. Un club, hein, tu m'as dit. Un club, Pelé. Ça peut être un piège. Non, j'ai pas fait trop de pièges. Ça peut être un piège. Non, là, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Pelé, il a joué où? Bonne question. T'as trouvé, toi? Ouais, je pense. Ouais. Vas-y. Santos. Voilà. Ouais. Bon, alors là, le troisième, je pense que tu peux trouver puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, je te le réserve pour toi. Vas-y. Alors, ensuite, à toi. Donc alors par contre, toi c'est un petit peu plus compliqué. T'es sérieux? Donc je vais prends-le en 3 indices. C'est un club C'est un club. Allez, vas-y. Alors, Indépendance. Barcelone.
Voilà. Ouais. Bon, je crois que je vais aller commander ma pizza. Je pense que tu peux y aller. Alors là par contre J'ai perdu un plat de couture. là par contre Jordan là c'est un peu difficile. Ouais, bon, déjà que c'était bon, ok, vas-y. Alors donc l'entraîneur, on cherche un entraîneur qui a une moustache blanche. Donc 3 indices. Donc vas-y, donne-moi un nom avec une moustache blanche. Moustache blanche. Waouh. Bah, t'as dit le nom tout à l'heure. Ouais, j'ai dit le nom tout à l'heure, ouais. Ah ouais, Scolari. Scolari. Ouais. Bon, après c'était Globetrotter. Il gagne grâce à moi, c'est moche. Globetrotter, ouais, mais il le savait. Globetrotter et 2002. Après c'était les indices. Ouf. Ouais. C'est vrai qu'il a quand même été champion d'Ouzbékistan. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Et qu'il entraîne en Chine aujourd'hui. Alors, toi, je pense qu'en un indice, t'as eu, ouais, on a pris 3 indices, on en a fait 2, donc en un indice, tu peux le trouver. Vas-y. Entraîneur, dreadlocks. Richcard. Voilà. Bon, et ben, je crois que voilà, tout est dit. Sans se concerter. J'étais un peu moins laid que la semaine dernière. C'est beaucoup mieux. Bon, on va peut-être du coup laisser Jordan y aller. On va laisser Jordan y aller. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir là d'être avec vous. Ouais. Parler foot, c'était partagé, cool. Ouais, c'était cool. Donc Jordan, qu'est-ce qu'il faut faire pour te suivre sur YouTube, sur Instagram? On le rappelle une dernière fois. Bah, c'était simple. En fait, tu tapes Jordan Dutouya, surtout sur Instagram. C'est là où je suis vraiment le plus actif actuellement. Bon, je lance ma chaîne YouTube, ça fait à peu près 2 mois que je suis dessus, mais c'est en pleine croissance. Donc là, ouais, vous tapez Jordan Dutouya ou j.dtya sur les réseaux sociaux et vous me trouverez directement. Vous pouvez me suivre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à envoyer des petits messages doux à Jordan, que vous soyez des femmes ou des hommes. Barbus peut-être. Barbus, voilà. On ne sait pas. N'hésitez pas, donc vous serez surpris donc par donc ces images, ce style que t'as réussi à faire. Moi j'ai trouvé ça nul par ailleurs. C'est très simple, si vous kiffez les nettoyages de lucarne en direct. Voilà. Et le pire c'est qu'ils se vantent, mais c'est vrai en plus. Donc c'est un enfer. Moi des fois je regarde tes vidéos, je me dis allez, il a mis un petit fail et tout, ça tape la barre. Non, ça rentre dedans. Hein. On lui a trouvé une faiblesse, c'est le pyramide. Du coup tu peux partir sereinement. Nous on est contents en tout cas. Bon, en tout cas merci et bonne soirée à tous. Merci à toi Jordan d'être passé. Donc on va enchaîner nous JO en attendant que Jordan s'en aille du studio. Tu nous avais proposé plusieurs choses dans le programme, donc on a 20 minutes pour les aborder. Merci Jordan, à la prochaine. Qui fait un salut à la caméra. Ciao, il est sport, j'adore. C'est cool. Merci à toi Jordan. Ciao. Donc du coup tu nous avais proposé plusieurs choses sur le programme. Tu nous avais proposé Leicester, tu nous avais proposé les clubs engagés en Ligue des Champions et Europa League. Tout à fait. Ça me plaît bien. La Ligue des Champions et l'Europa League. Allez, ça me plaît bien parce que Leicester, il faudra qu'on. Ça me fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur. Je crois que Bernie nous prépare un débat pour la semaine prochaine sur les entraîneurs sur ou sous estimés, on va dire. Bernie, si tu nous écoutes, ben voilà, peut-être qu'on pourra plus en parler. Ça pourrait être intéressant de parler de Ranieri, de savoir ce qu'il a fait avec Leicester, etc., de faire une comparaison. Donc, on se garde ça sous le coude pour la semaine prochaine. Bernie, tu es averti. Voilà. Si tu nous écoutes, prépare-nous ça. Prépare-nous aussi une belle interview pour notre prochain guest la semaine prochaine. J'espère que ça sera celui. Mais ça sera enfin, est-ce qu'on le dit à l'antenne? Vas-y, tu peux l'annoncer, on se fait mousser. Il y a de très fortes chances pour qu'on accueille donc Johan Louvel, qui est juste le directeur du centre de formation du Havre, puisqu'on comptait faire un petit sujet sur l'excellence de la formation à la française, et donc qui mieux que le Havre, puisqu'ils ont sorti quand même pas mal de joueurs, et ils en sortent encore, donc ça sera très intéressant de lui poser ces questions. Bien sûr. Donc on sera ravis de l'accueillir. Donc ça sera la semaine prochaine dans l'émission des Désaxés. J'espère que le contenu qu'on vous fait depuis maintenant quelques semaines vous plaît. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir à renouveler un petit peu cette émission des Désaxés, puisque ça faisait un moment qu'on... Et il y aura d'autres surprises à venir, des petites surprises de dernière minute qu'on vous réserve. Ce soir, on parlait de réseaux sociaux. On vous invite à surveiller vos réseaux sociaux, parce qu'on va apparaître un petit peu partout. Donc voilà. Suivez-nous, restez à l'écoute en tout cas le vendredi soir, 19h30, 21h sur RIG à 90.7. Voilà la petite promo gratuite. Mais il faut le faire. Voilà. Donc enchaînons sur le sujet qu'on veut. Donc ces clubs français engagés en Ligue des Champions et Europa League. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu plusieurs confrontations entre justement ces clubs-là qui sont alignés. Je pense à Paris, je pense à Lyon, je pense à Monaco. Pour toi, est-ce qu'il y a une équipe particulièrement qui s'annonce mieux préparée que l'une que l'autre, qui semble plus facile en tout cas
On en a peut-être un peu parlé. On a un peu écrémé le sujet tout à l'heure. Évidemment, c'est Monaco. On a Subasic et Lemar qui sont en pleine bourre en ce moment. Ouais. Je crois qu'ils ont fini dans la meilleure. Enfin, je parle d'eux, mais c'est tout le monde. Puisqu'on a parlé aussi donc de Falcao. Donc j'ai trouvé la stat, c'est 20 buts sur 25 matchs, ce qui est juste monstrueux pour quelqu'un qui s'est fait les croisés il y a 2 ans et demi, 3 ans c'est fort. et qui a pas marché, qui a pas mis un pied devant l'autre depuis 2 ans. Donc très très joli travail du staff donc de Jardim. Germain qui confirme donc saison après saison. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort. Et qu'est-ce qu'il est pas pris au sérieux quoi en France. C'est ça qui est impressionnant. Mais j'aimerais beaucoup le voir arriver en équipe de France. Je sais qu'on a sélectionné un profil comme Gamero. Je trouve que le profil se ressemble peut-être un peu. Ouais. Je trouve plus d'intelligence dans le jeu de Valère Germain, en tout cas qui pourrait mieux servir un attaquant comme Giroud ou autre. Enfin, je sais pas selon les sélections de Deschamps, mais je trouve que dans cette équipe monégasque, effectivement, il y a des joueurs qui répondent présents et notamment des Français. Je trouve ça super intéressant d'avoir 2 latéraux qui cassent la baraque, parce que le jeu de Monaco passe essentiellement sur l'aile. Et parce qu'on sur le côté. On parle de Sidibé qui est en équipe de France, mais il y a Benjamin Mendy. Le match qu'il a fait contre Nice, il a été exceptionnel. Il amène, je crois, 2 passes décisives, il me semble. Non, vraiment, Benjamin Mendy, il va falloir quand même se pencher dessus parce qu'on peine un petit peu à remplacer Evra. Surtout qu'on peine à remplacer Evra. Kurzawa, ça fait. Moi, je trouve que c'est pas très intelligent, Kurzawa. Déjà, ça c'est un jugement de valeur et c'est pas bien déjà dans ce que j'entends de lui. Mais en plus sur le terrain, c'est un peu bourrin. C'est parfois approximatif, ça sent. Alors que dans le football, et bon voilà, il faut essayer, comme dans tout sport de haut niveau, il faut essayer d'avoir un minimum de tactique et d'essayer d'avoir un coup de plus que l'adversaire. Et Benjamin Mendy, j'ai l'impression il est quand même passé entre les mains de Bielsa. Maintenant il passe entre les mains donc de Jardim et on sent quand même ce caractère volcanique, mais il se contient et il applique les consignes et ça montre son intelligence. Je me souviens de m'avoir fait la réflexion à moi-même quand il était arrivé à Marseille en provenance justement du Havre, que c'était une très belle pioche, que moi je l'aimais beaucoup à Marseille. Il avait été un petit peu critiqué à une époque après le départ de Bielsa notamment. Donc oui, pour moi c'est un latéral qui est très intéressant. Je trouve ses centres d'une qualité. Je n'avais vu que Tremoulinas sur le côté gauche qui arrivait à faire des centres d'une aussi belle qualité. Donc je le trouve très intéressant, et de toute façon dans cette équipe de Monaco je trouve qu'il y a des joueurs justement français comme Bakayoko, comme Germain, comme Sidibé, comme Lemar, comme Mbappé, qui vont venir fournir cette équipe de France. J'en suis quasiment sûr. Il y a un rendez-vous de toute façon, je crois c'est en mars, le prochain rendez-vous de l'équipe de France. Donc je suis très très curieux de voir ça dans l'équipe de France, parce que ça peut marcher, parce qu'ils ont de la qualité, ils ont de l'envie, et ça se voit notamment contre Nice, contre Paris, ça s'était vu, et je pense que ça se verra aussi contre Manchester City, pour revenir au sujet. Cette double confrontation face à City, que je vois, à part Gabriel Jesus, on va dire. Jesus. Très belle pioche d'ailleurs ce mercato. Ils l'ont surpayé aussi, 32 millions d'euros. Mais après, c'est le tarif appliqué pour Manchester City. De toute pour façon. Les Brésiliens qui sont en éclosion, c'est toujours surcoté. Donc voilà, Monaco, ça peut passer face à Manchester City, qui est un petit peu fébrile en ce moment. Guardiola, en tout cas, ne trouve pas forcément les solutions. Donc Monaco, on passe parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus maintenant. Le Paris Saint-Germain qui affronte justement Bordeaux ce soir. Gio, toi, comment tu les sens, ces Parisiens ? Est-ce qu'ils montent en puissance ou est-ce que tu les trouves toujours aussi fébriles ? Alors, c'est compliqué comme sujet parce que Paris, on va dire, est une équipe organique. Alors là, je reprends un terme un peu scientifique pour dire que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une régularité évidemment dans les résultats puisqu'ils sont dans les premiers du championnat. Maintenant, on est tous, je crois, on est tous de même avis pour dire qu'on attend toujours mieux d'un Paris puisque recrutement pharaonique, etc. Ouais.
Maintenant, j'ai pas l'impression. Paris est capable de faire des coups comme il est capable de décevoir un maximum. Là, j'ai vu que Verratti et Meunier revenaient dans le groupe. Ouais. Ils sont alignés ce soir d'ailleurs. Ils sont alignés ce soir, donc je serais curieux de connaître donc la performance au moins de Verratti, puisqu'on le sait, quand Paris joue avec Verratti, ça se passe beaucoup mieux au milieu de terrain. Ouais. Est-ce que ce serait pas aussi paradoxalement l'année de Paris, qui est entre guillemets beaucoup plus, j'ai trouve beaucoup plus solide derrière quelque part, avec les Aurier, les Meunier, ce genre de joueurs. Il y a plus d'autorité, voilà, c'est le mot que je cherchais. En plus, Barcelone, je les trouve plus prenables que les années précédentes. Moi, évidemment que je pense que Barcelone, au fond de moi, va passer, mais je suis curieux j'ai envie de me dire que Paris, c'est leur année. Barcelone, effectivement, est friable. Et effectivement, je t'aurais dit oui, ça peut être l'année de Paris, mais il va falloir passer ce Barcelone, même s'il est friable. Il reste quand même un joueur qui aujourd'hui marche sur l'eau, littéralement. Il a repris la pleine possession de ses qualités, et notamment ses coups francs en ce moment sont d'une qualité extraordinaire. On en parlait tout à l'heure avec Jordan. Messi va être intenable. Il va être intenable sur cette double confrontation. Je pense que ça va être très difficile pour Paris de se remettre des maux qu'ils ont accumulés depuis le début de la saison. L'adversaire, la marche pour l'instant, elle me semble trop dure. Je pense que c'est effectivement dommage de tomber contre le Barça tout de suite. Ça aurait été bien de se mettre encore plus à niveau avant d'affronter un grand comme le Barça, comme le Bayern ou autre. Voilà, je pense que la marche va être trop grande. Je les vois pas passer, mais du tout. Puis aller-retour, je suis quand même foncièrement d'accord avec ce que tu dis. Allez, un match aller-retour, Paris peut peut-être tenir la dragée haute sur une mi-temps, et encore parce que Barcelone est en train de s'échauffer, mais Barcelone est de toute façon une formidable machine encore, même si on a cette impression que c'est un peu plus possible parce que en Liga, mais peut-être qu'aussi le niveau de la Liga s'est relevé, notamment sur quand je pense à des équipes comme Bilbao, comme le FC Séville, ce genre d'équipe qui travaillent très très bien, notamment sur le recrutement aussi estival et hivernal. Donc oui, la marche est haute, mais Cavani aussi est plus adroit devant le but, donc maintenant il lui faut toujours 3-4 occasions avant de la mettre au fond, donc on va suivre ça, mais du coup je pense qu'il vaut mieux être plus optimiste du côté de Monaco. Ouais, bien sûr. Je voulais parler aussi rapidement de Saint-Etienne, puisqu'on en a parlé en début d'émission pour le derby qui les a affrontés à l'OL. Eux justement, ce derby gagné face à l'Olympique Lyonnais, qui est une équipe de Ligue des Champions, normalement, en tout cas sur le papier. Cette belle rencontre qu'ils ont fait, ce beau match, avec beaucoup de qualité dans le jeu notamment, et dans l'aspect tactique, j'ai envie de dire. Est-ce que ça les conforte pas avant d'affronter, je le rappelle, Manchester United en Europa League, qui eux va peut-être être l'événement de cette saison finalement pour Saint-Etienne? Alors moi je vais te dire comment je le sens. Je sens un scénario à la française, mais je le vois venir à 10 000. Alors évidemment, on peut tous se tromper, etc. Oui, et j'attends vos réactions sur donc les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Mais je vois très bien, les clubs français adorent ce genre de rencontres. En plus, c'est l'Europa League, c'est un peu la coupe du pauvre, d'Europe du pauvre. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un 2-1 à Old Trafford ou un 1 partout, un match comme ça où Galtier va tout verrouiller derrière et que Florentin Pogba va mettre du bois. Enfin bon, bref, vous voyez un petit peu le type de match que ça peut être. Le moine aussi, apparemment. Et ça va être la folie au match retour. Ça va faire penser à des matchs comme ici dans la région Bordeaux-Milan, à des matchs comme ça. D'autant plus que l'Europa League, on aime bien ce genre de scénario. Auxerre nous l'avait montré donc il y a quelques années aussi. Il me tarde de voir ça parce que je pense que c'est sur ce match-là qu'on va vraiment vibrer. Oui, clairement. Moi, en tout cas, je l'attends avec impatience parce que je pense qu'on peut retrouver l'AS Saint-Etienne européen comme nos ancêtres ont pu l'aimer. En tout cas, ça va amener une atmosphère d'Europe supplémentaire à Saint-Etienne. Puis il faut pas oublier qu'il y a la qualité quand même à Saint-Etienne. Il y a Amouma qui est revenu, qui est un formidable technicien. Donc on parlait de Lemoine, qui a fait une rentrée. Mais il y a des joueurs qui sont intéressants sur les ailes. Je me souviens plus là, le joueur qu'ils ont recruté l'hiver dernier, Haddad ou Anan, je sais plus quoi. Anan. Ah merci. Alors il est blessé, je crois. Osama Anan. Ouais. Il est blessé. Enfin, il a toujours un pet, mais c'est quelqu'un qui amène toujours de la qualité s'il revient.
Et puis ils ont des grands devants, il y a toujours des gabarits, il y a toujours moyen de faire la différence. Et puis il y a une équipe quoi, depuis quelques années maintenant, donc il y a possibilité de se transcender tout simplement. Ouais. Puis je trouve que c'est leur recrutement que je trouve intéressant, qui font jamais vraiment de bruit, mais ils choisissent toujours de récupérer des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1, en tout cas qui en ont toujours démontré, qui ont démontré aussi du talent, aller récupérer des CV, des Vertou, des joueurs comme ça, Mouma à l'époque, c'est toujours ce genre de recrutement là qu'ils font, c'est malin, c'est stable. C'est pas transcendant. Saint-Etienne, c'est pas toujours beau à regarder jouer. Ça me fait penser un peu à Bordeaux par moment, où c'est stable, c'est fixe. Ça se fait pas beaucoup bousculer, mais ça peut aussi. Bon, voilà. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont aligner face à Manchester United. C'est un match de gala, quoi qu'on en dise. Pas pour United, mais pour Saint-Etienne, oui. Je pense que United, je sais pas s'ils vont le jouer. C'est ça la question à se poser aussi. Vu comment ils sont en Première Ligue, je pense qu'ils ont tout pour aller la jouer finalement, cette Europa League, parce qu'ils sont loin d'avoir une place qualificative pour la Ligue des Champions direct. Je pense que c'est l'objectif majeur quand même à United. Et s'ils faisaient de cette Europa League leur objectif premier de cette saison, je pense que ça serait déjà aussi intéressant pour une coupe comme ça, qui est un peu une coupe de second plan. Je pense qu'avoir Manchester United qui la joue à fond du début à la fin, enfin du quasi début jusqu'à la fin, ça serait au moins intéressant. On aurait du spectacle. Quand je pense à Liverpool la saison dernière, ça peut que nous offrir des belles affiches, en tout cas pour la seconde partie de cette coupe. Ouais, et puis on se souvient, bon ça sera le débat la semaine prochaine avec Bernie, mais Klopp a voulu marquer de son empreinte aussi son arrivée en jouant cette Europa League, en changeant complètement les plans, puisque d'ailleurs on se souvient que son premier match européen c'était contre Bordeaux, à Anfield. Non, il y avait encore Rodgers. T'es sûr ou c'est à Anfield ou à Bordeaux? Non, à Anfield. À Anfield, il y avait peut-être. Oui, à Bordeaux c'était Rodgers. À Anfield c'était Klopp. Où CV met son coup franc là, il court comme un dératé après derrière. Ouais. Et puis Benteke met surtout un but, de folie quoi. Bon bref, donc tout ça pour dire que oui, en Angleterre, toute compétition est bonne à prendre. Alors sauf le Community Shield, j'ai envie de dire, où on voit ça au Southampton en finale. Bref, parenthèse fermée. Donc oui, ce serait bien, et c'est bien pour la notoriété de cette coupe, que des équipes comme Manchester United, comme la Fiorentina, comme toutes ces équipes là essaient de la jouer au maximum, et puis ça fait un trophée, ça fait une expérience. On se souvient tous que c'est comme ça que le Zénith s'est fait connaître, c'est comme ça que le FC Séville s'est fait connaître, c'est comme ça que l'Atlético est devenu grand. Donc ils ont commencé par l'Europa League presque 2 années de suite, je crois, l'Atlético, si je ne m'abuse, enfin à vérifier une fois sûr, mais après je sais plus d'eux, où Falcao met un triplé, je crois, où il gagne 3-0, où il met un triplé, je sais plus, bon bref, je ne sais plus. Donc tout ça pour dire que ça peut être une belle rampe de lancement aussi. On se souvient tous que c'était dans le sens inverse, où Chelsea avait gagné la Ligue des Champions et après l'Europa League, c'était dans ce sens-là. Oui, c'était pas dans l'autre. Parce que c'était un petit peu une descente en enfer après le départ de Mourinho, c'était Di Matteo qui avait pris la succession, qui était allé chercher la Ligue des Champions, et derrière je crois que c'est Di Matteo encore qui en championnat avait pas été ouf non plus. Ils étaient allés chercher la Ligue Europa. La Ligue Europa, Donc Manchester United Saint-Etienne, ça va être une belle confrontation. Moi je voudrais qu'on finisse sur la dernière confrontation, parce qu'on est quand même très gâtés cette année sur les clubs français, d'autant plus sur les espoirs aussi qu'on peut faire naître, bien sûr. Sur le AZ Alkmaar Lyon. Alors là, à la période où on est, je vois le match piège à 10 000. Terrible. Alors j'ai regardé un peu la AZ Alkmaar. Ils ont un petit attaquant qui a mis 10 buts. Alors il y a un nom hollandais que je vais pas m'efforcer à écorcher. Voilà. Une équipe assez jeune avec de la fougue. Ils sont 7e au championnat. Bon, c'est pas incroyable, et pourtant pour eux, c'est le match de gala. Donc je pense qu'ils vont affronter Lyon, quoi qu'on en dise, ça reste une belle affiche européenne, en tout cas. Lyon, ça a marqué les esprits dans les années 2006, j'ai envie de dire. Donc oui, effectivement, je pense que pour Alkmaar, c'est un gros rendez-vous. Donc ils seront accueillis un petit peu comme Saint-Etienne va accueillir United. Bon, c'est pas à la même échelle, mais quasi. Lyon, on est habitué à les voir en Ligue des Champions, pas en Ligue Europa. Pareil, je pense que Lyon a tout intérêt à les jouer à fond, parce que c'est toujours intéressant de jouer une coupe européenne, en tout cas. Maintenant, est-ce que je les vois passer? Non. Je vois le piège également. Et ils ont en tout cas
de ce qu'ils nous ont démontré, ils ont la non-expérience pour tomber dans ce piège-là précisément. Donc voilà, je ne les sens pas. Et j'ai écouté Sidney Govou tout à l'heure sur RMC, peut-être que d'autres auditeurs l'ont fait aussi, où lui voit Genesio rester jusqu'à la fin de la saison. Moi je crois que ça va être le tournant de la saison pour lui. Ouais. Et je vois pas Lyon se faire le métier contre la Z, et je les vois aussi ne pas confirmer en championnat, puisqu'il y a quand même des failles maintenant qui sont visibles à l'œil des caméras, et donc de nous comme un des mortels, et ça devient très très difficile. Et le premier responsable, effectivement, c'est dans le bureau de la direction aussi. Ouais. Voilà. Donc c'est triste pour ce club qui a autant de moyens, qui annonce de si bonnes nouvelles pour la construction de ce club, avec les investisseurs chinois, le stade, le parc OL, etc. Et finalement, la possibilité et l'effectif d'aller chercher peut-être cette Europa League, parce que Lyon a les moyens cette année d'y aller. Bien sûr. Et ça pue le piège à 10 000. Ouais. C'est terrible. Et alors que notre consultant sur place nous indique que Cavani a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain d'une superbe reprise de volée. Voilà, parce qu'il paraît apparemment le but est magnifique. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en direct et en ce moment, pendant qu'on fait l'émission, et de toute façon on va pas tarder à partir, il y a Bordeaux-Paris, et donc du coup Paris gagne 1-0. 1-0, et donc Jordan est peut-être en train d'avaler sa pizza de travers. Ouais, voilà. Peut-être que sa pizza est mal passée s'il a eu le temps d'aller la commander, parce que du coup le début du match a été un peu décalé. Ouais. On le remercie encore d'ailleurs d'être resté autant, de s'être pris au jeu aussi. Ouais. Voilà, ça va être la séquence un peu remerciements. Je remercie aussi RIG de nous avoir permis de passer l'appel à Frédéric Nimani en Suisse. Voilà, en Suisse. Donc merci beaucoup à la radio qui maintenant nous accueille depuis quelques années. On n'a pas toujours été très sages, donc on les remercie de nous permettre de faire ça à l'heure actuelle. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés tout au long de la soirée. J'espère que vous avez passé une bonne émission, et celle de la semaine prochaine sera encore meilleure, je l'espère. Encore meilleure, avec donc des surprises à venir. Donc on en a annoncé une là, mais il y en aura plein d'autres la semaine prochaine. Voilà. Et je vois Benji qui me regarde, oui, parce que lui-même ne sait pas. D'accord, bah écoute, j'attends les surprises avec grande impatience, en espérant qu'on puisse continuer de travailler tranquillement. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Regardez le match en direct, regardez Bordeaux perdre malheureusement. Pour les auditeurs de Girondin Analyse, vous comprenez bien qu'ils ne sont pas là après l'émission des Désaccès, ce qui est normal puisqu'ils sont tous au stade en train de supporter Paris. Ben ouais, il va falloir s'y résoudre à un moment, parce qu'apparemment le stade est rempli de Parisiens, donc voilà. Merci encore. Je vous dis à la semaine prochaine. Je lance le générique de fin. Attendez, hop, ça se met en place. Tu l'entends ? Je l'entends, magnifique. C'est magnifique. Tout se passe J'ai envie de danser ce soir. La technique a été magnifique. Ouais, c'était bien géré. Allez, passez un bon week-end tous. On vous dit à la semaine prochaine. À ciao. Bonsoir. À la semaine prochaine, à ciao.